particulièrement heureux d'être ici, devant ce public extraordinairement nombreux et attentif. Je pensais arriver frais comme la rose avec mes idées, mais en réalité, nous avons déjà eu plusieurs conférences, 2 conférences importantes, et j'étais là en train d'essayer de réfléchir. Est-ce que je suis d'accord avec Monsieur le Président? Est-ce que je suis d'accord avec Monsieur le Recteur? Et dans l'ensemble, j'étais d'accord à 66% et en désaccord à 33%. Et le temps de trier tout ça, je suis complètement épuisé. Alors, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Alors, peut-être il n'est pas tout à fait inutile, mes titres et tout ça, on s'en fiche complètement, mais juste d'où je viens du point de vue formation. J'ai été touché d'apprendre que j'étais je viens de la même origine que Monsieur le Président. Je suis logicien, mathématicien d'origine. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers galons. Et ça n'est qu'à mi-carrière que je suis passé de la logique mathématique à la philosophie des sciences, en utilisant un vecteur essentiel qui était celui de l'IA et la question essentielle de savoir si justement une machine peut être intelligente, peut penser, etc. Et de l'IA, je suis passé aux sciences cognitives et j'ai un peu participé à la structuration des sciences cognitives en France et je me suis devenu un philosophe des sciences dont le terrain, ce sont les sciences cognitives et l'IA, de la même manière que des philosophes des mathématiques. Leur terrain, ce sont des philosophes qui réfléchissent au fondement des mathématiques et les philosophes de la biologie sont des philosophes des sciences qui s'intéressent aux procédures et aux concepts de la biologie. Donc c'est ça, disons, mon caractère principal. Alors d'abord, juste, il y a ce livre, et je me permets de le signaler, c'est faire vraiment de l'autopublicité de manière un peu scandaleuse peut-être, mais je veux signaler quand même qu'il y a une version bon marché, puisque publiée en poche, qui va sortir à l'automne prochain et qui a été augmentée et notamment actualisée pour ce qui est de la partie justement de l'IA aujourd'hui. L'IA aujourd'hui, d'il y a 3 ans, comme l'a dit d'ailleurs Monsieur le Recteur, c'est pas l'IA d'aujourd'hui, vraiment d'aujourd'hui. Alors mon plan, très rapidement, je vais essayer de justifier le mot Capharnaüm que j'ai indiqué dans le titre de manière un peu provocante. Pourquoi Capharnaüm? Et je vais essayer de faire, d'ébranler un petit peu les moments, votre sentiment peut-être d'avoir au fond finalement dominé la situation et de trouver qu'au fond, on sait ce qu'est l'IA, on sait où ça va, on sait ce que ça peut donner, etc. Je vais plutôt vous donner l'impression de vous déstabiliser. Peut-être c'est inutile parce que vous êtes peut-être déjà déstabilisé. J'essaierai de passer rapidement là-dessus parce que ce sont des questions assez fondamentales sur lesquelles je risque d'épuiser le temps qui m'est imparti. Ensuite, je défendrai une idée que j'ai déjà défendue, peut-être certains d'entre vous y étaient, que ce soit à Nantes ou je ne sais plus où, à Paris, l'idée ce que j'appelle le bilinguisme éducatif. Et je vais m'opposer un petit peu à ce que j'appelle la doxa, c'est-à-dire, disons, la doctrine dominante, que je respecte absolument, mais j'ai ce côté poil à gratter chez moi qui me pousse à contester la doxa. Et puis, dans une conclusion qui sera très rapide, je dirais, tout ça c'est bien joli, ce sont des considérations un petit peu abstraites, un peu générales, vues un petit peu de loin par quelqu'un qui n'est pas un praticien, et je sais très bien qu'une fois qu'on est en situation de devoir enseigner ou d'organiser l'enseignement ou de concevoir des programmes, alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que peut dire quelqu'un qui voit un peu les choses de haut. Alors, le Capharnaüm. Juste, on fait là vraiment un pas en arrière, et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé. C'est, réfléchir un peu à ce qui nous paraît tellement naturel, à savoir ce que j'appelle la numérisphère, c'est-à-dire cet univers du numérique qui nous entoure, qui forme une espèce de couche dont nous ne pouvons pas plus échapper que nous échappons à l'atmosphère, d'où le nom de numérisphère. Alors ça commence par la question de savoir quelles sont les frontières de l'IA. Est-ce que l'IA, c'est au fond différent? Je crois que la toute première transparent qu'on vous a montré, ce sont des profs américains qui protestaient contre l'introduction de la calculette. Est-ce que de la calculette à l'IA, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une frontière nette? Est-ce que c'est une question de temps? Il y a quelque temps, Excel, ça paraissait quand même fichtrement intelligent.
Mais est-ce que c'était de l'IA? Aujourd'hui, on considère que c'est simplement de l'informatique de bureau, de la bureautique ordinaire, et on n'y pense plus. Donc, à partir de la question de savoir où commence l'IA, est-ce que c'est à partir du moment où il y a de l'intelligence? Mais qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Monsieur le recteur a souligné la difficulté, le caractère nodal de cette question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Donc voilà, à partir de la question des frontières, on est amené à se demander s'il y a une sorte d'unité du numérique. Quelle est la nature du numérique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est socialement construit? Quelle est la nature de cette substance qui nous entoure, qui nous détermine? Alors bien sûr, ce que je dis, c'est j'agite des mots. Hein. Je ne suis pas en train de poser les problèmes de façon précise et encore moins de les résoudre. Je secoue simplement, je cherche un peu à secouer la tranquillité avec laquelle nous utilisons ces idées, nous naviguons dans la numérisphère, de la même manière que nous nous déplaçons dans l'atmosphère, et pourtant il y a quelque chose d'un peu singulier dans cette numérisphère. Quelle est la qualité de ce qui nous... Est-ce que nous sommes contents de vivre dans la numérisphère? Est-ce que nous sommes mécontents? Est-ce que ça nous pollue d'une certaine façon? Ou est-ce que ça nous enrichit? Voilà encore une question. Combien ça nous coûte? Non seulement en positif, c'est-à-dire l'argent que nous sortons, les ressources que nous consacrons, aussi bien individuelles que sociales, pour faire tourner cette énorme machine qu'est la numérisphère. Quels sont aussi les coûts d'opportunité, cet argent que nous dépensons à transmettre je ne sais pas combien de milliards de vidéos par TikTok, Instagram, etc. et à dire où est-ce que tu es, je suis là, où es-tu, je suis là. Peut-être on pourrait faire un meilleur usage, n'est-ce pas, de ces ressources. Et puis, où allons-nous? Où allons-nous? Est-ce que cette numérisphère va s'enrichir, devenir de plus en plus puissante, nous pénétrer jusque dans nos organes? Tout fait le cas, j'ai un ami dont j'ai appris que s'il est en vie, c'est uniquement parce qu'il a un boîtier intelligent tout près de son cœur qui lui permet non seulement de réveiller son cœur chaque fois qu'il défaille, mais qui envoie en Californie, dans une société spécialisée, toutes les informations qui sont transmises chaque fois qu'il se passe devant un petit boîtier dans sa cuisine. À ce moment-là, le petit boîtier recueille les informations transmises par le boîtier interne à cette entreprise californienne qui renvoie des paramètres qui règlent son boîtier interne. Donc là, la numérisphère est entrée dans son organisme. Et jusqu'où allons-nous? Dans les processus sociaux également, et ainsi de suite. Donc voilà, juste pour se dire que de temps en temps, on peut réfléchir et s'inquiéter de cet univers du numérique. Alors, de manière quand même un peu plus concrète, les gens qui réfléchissent de manière structurée à tout ça, avec un tout petit peu plus proche de la réalité. Alors d'abord, il y a quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le recteur sur le fait que depuis quelques mois, les choses ont changé. Alors, est-ce qu'elles ont changé exactement dans le sens indiqué par mon respecté collègue, ou je veux ici mettre l'accent sur autre chose? C'est que ça fait un petit moment qu'il y a un mouvement de rejet de l'intelligence artificielle. Mais depuis quelques mois, ce mouvement de rejet a pris des proportions tout à fait nouvelles et qui vont peut-être jouer un rôle important dans la période qui s'ouvre. Il y a donc ces sondages apparemment convergents, je n'ai pas regardé de très près d'où ils viennent, etc. Mais je ne crois pas que ce soit des fake news, que 70% des Américains interrogés trouvent que l'intelligence artificielle est une mauvaise chose. Ils ne l'aiment pas, ils ne sont pas contents que ça existe, ils ne sont pas contents des effets que ça a sur leur vie, ou sur leur portefeuille, ou sur leur existence en général. Et il y a actuellement, comme vous le savez, des mouvements de résistance, de boycott, etc. Donc ça, c'est quand même important. Et de la même manière, donc ça c'est pour ce qui est de l'opinion publique, et pour ce qui est des experts, il y a évidemment un secteur d'experts, aussi bien
venant directement de l'industrie de l'intelligence artificielle, qui a intérêt à se montrer très optimiste, mais des commentateurs également, philosophes, sociologues, politistes, économistes, etc., qui pensent que l'ascension de l'intelligence artificielle est irrésistible, que l'intelligence artificielle va faire encore des progrès considérables. Et puis, il y a l'autre extrême qui pense, et je lis régulièrement leurs commentaires, et qui pense que pas du tout, l'intelligence artificielle va se dégonfler. Le modèle économique n'y est pas, elle n'est pas du tout intelligente, elle continue de se tromper, elle ne va pas du tout s'améliorer, etc., etc. Et puis il y a l'entre-deux. Il y a évidemment des gens comme moi, par exemple, qui ne sont ni tout à fait du côté ultra positif sur l'IA, ni du côté ultra négatif. Et alors ce débat va continuer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, à conditionner à la fois le développement, mettons, objectif de l'intelligence artificielle, sa réception et son utilisation. Il y a des doutes sur ce que font les systèmes intelligents. Et là, je me permettrais peut-être d'indiquer une petite différence entre ce qu'a dit M. le recteur et mon propre point de vue. Je ne pense pas, pour ma part, que les systèmes actuels soient intelligents, même si je reconnais qu'il y a des effets d'intelligence bluffants. Comme vous savez, le mot bluffant c'est l'épithète du siècle, en quelque sorte. Ce que font les LLM, les Large Language Models, ChatGPT et compagnie, Sonnet, machin, c'est bluffant, c'est absolument bluffant, et c'est encore plus bluffant quand on va au-delà d'une simple interaction, où on pose une question, où on demande à Claude de vous faire telle ou telle chose, et on est ébloui par la réponse. Mais c'est encore plus bluffant quand on poursuit le dialogue et qu'on dit à Claude que voilà, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, ou qu'il n'a pas vraiment pris ceci ou cela en considération, et il répond avec beaucoup d'intelligence et d'élégance, mais oui, vous avez parfaitement raison, j'aurais dû y penser, ben voilà, je vous propose cette nouvelle formulation, et ainsi de suite. J'ai des amis qui sont 15 fois plus intelligents que moi, qui ont des spécialistes dans des questions de philosophie vraiment assez difficiles, qui entretiennent de longs dialogues avec ChatGPT ou avec d'autres systèmes, d'autres modèles de langage. Et il y a, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec M. le recteur, oui, il y a un effet d'intelligence qui n'existait effectivement pas il y a quelque temps, qui n'existait pas avant les LLM, ça ne se présentait pas du tout de la même manière. Et puis avec les tout premiers LLM, évidemment, cet effet d'intelligence était immédiatement détruit par le fait qu'ils commettaient des bourdes invraisemblables. Donc on ne pouvait pas attribuer de l'intelligence à des systèmes qui étaient capables d'être aussi bêtes de ne pas pouvoir compter le nombre de R dans le mot anglais strawberry. C'est un des contre-exemples fameux. Alors, oui, quand on dit qu'ils sont intelligents, mais quand on dit qu'ils sont conscients, quand on dit qu'ils raisonnent, quand on dit qu'ils découvrent des théorèmes mathématiques, qu'ils prouvent des théorèmes mathématiques, tout seul, c'est pas vraiment vrai. Enfin, disons que ce sont des affirmations qu'il faut interpréter, qui sont discutées justement par les experts, et donc il y a place pour, un spectre d'opinions qui vont de pas du tout à tout à fait, avec un entre-deux. Alors, il y a évidemment la question des effets positifs et négatifs du déploiement des systèmes intelligents d'intelligence artificielle. J'utilise cette expression SIA, cette abréviation. J'aime pas une intelligence artificielle, c'est-à-dire un système d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est plus joli et plus euphonique qu'une intelligence artificielle, des intelligences artificielles. Donc c'est ça mon abréviation, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Évidemment, dans toutes les questions de justement suppression d'emplois, le débat entre mon confrère Philippe Aghion et son collègue prix Nobel Aaron Acemoglu, et toute la question de savoir si des emplois vont être détruits ou pas, le fameux avertissement de Jeff Hinton, qui est un peu considéré comme le père de l'intelligence artificielle contemporaine, qui disait, il y a 10 ans, ne commencez pas vos études en radiologie,
parce que dans 10 ans, il n'y aura pas un seul radiologue. Aujourd'hui, les radiologues aux États-Unis sont beaucoup plus nombreux qu'ils auraient dû être selon la courbe démographique normale, et ils gagnent très bien leur vie. Donc, à la fois, il est tout à fait vrai qu'un radiologue responsable aujourd'hui ne peut pas, ne doit pas déontologiquement se passer des instruments d'outils d'intelligence artificielle, mais ça n'a pas du tout fait disparaître pour l'instant ces emplois. Donc il y a là aussi place pour la controverse, le débat sur l'effet, sur les effets sur l'emploi. Alors il faut que j'accélère, parce que sinon je n'arriverai pas à ce à quoi je tiens le plus. Oui, les effets, évidemment, en matière d'organisation sociale, la surveillance, les activités de sécurité intérieure, ce qui se passe aux États-Unis notamment, mais pas seulement, en Chine aussi, et peut-être un jour chez nous. Donc il y a évidemment là aussi à prendre et à laisser. Est-ce qu'on peut séparer, et comment on peut séparer les effets positifs des effets quotidiens dans la vie quotidienne? Est-ce que, et ça, comme vous le savez très bien, est-ce que le fait de pouvoir communiquer à tout moment par Internet, WhatsApp, Instagram, etc., ça rend les adolescents et leurs parents plus heureux? Il semble que non. Alors c'est étonnant, puisque ça, en même temps, ça permet une communication avec des gens très différents de ceux qui vous entourent. Ça permet à des gens qui se sentent un peu spéciaux de trouver des âmes sœurs très loin, éventuellement, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres âges, etc. Et pourtant, il semble que ça renforce le sentiment de désarroi existentiel, si vous voulez. Les effets dans la culture, avec la question de la créativité en musique et au cinéma, etc., et en photographie. Et puis, la question quand même assez centrale de l'effet sur nos capacités cognitives. Est-ce que, alors l'image est connue, n'est-ce pas? Si la voiture, c'est très bien, ça permet d'aller d'un endroit à l'autre sans se fatiguer, mais que dans la mesure où on ne se fatigue pas, on ne se muscle pas non plus. Et si on ne se muscle pas, eh bien, c'est moins bien, parce qu'on avait été prévu par la sélection naturelle qu'il fallait se muscler en se déplaçant. Et voilà, on déjoue la sélection naturelle et on se retrouve avec des problèmes de santé, d'hygiène, etc. Et il en serait de même éventuellement pour la cognition. Et donc il y a des études, mais il ne faut pas là aussi les prendre au sérieux, chacune pour ce qu'elle est, mais il faut savoir qu'une étude en psychologie cognitive ou en psychologie sociale cognitive, c'est une étude, et qu'une étude ne fait pas le printemps. Il faut beaucoup d'études, il faut des méta-études, il faut la longueur du temps et de l'activité critique des scientifiques pour arriver à une conclusion définitive. Mais il semble bien, les premières études semblent bien montrer, ainsi que des témoignages personnels, que le recours systématique à l'IA, et tout particulièrement au Large Language Models, parce que c'est surtout à ça qu'on pense en ce moment, a plutôt tendance à affaiblir, si vous voulez, la fibre cognitive, les capacités d'attention, les capacités critiques, les capacités de raisonnement, etc. Et puis, il y a la question de la soutenabilité, c'est-à-dire évidemment la question de l'énergie, la question des ressources, des terres rares, etc. Et puis la question du modèle économique. Alors un des freins possibles à l'expansion, donc le recteur a eu parfaitement raison de souligner ce point, la question est de savoir si l'intelligence artificielle est actuellement l'intelligente, a-t-il dit, elle est devenue bon marché, et il a tout à fait raison. C'est vrai qu'à partir du moment où le coût d'une ressource de base diminue, il y a un bouleversement total. Et ça, on l'a absolument vu avec le début du numérique et avec Internet. Tout à coup, le coût de réunir une foule, par exemple, entre ma jeunesse, où pour réunir une foule, il fallait trouver une Ronéo quelque part au fond d'un bureau délabré, renéoter, découper les petits bouts de papier et aller les mettre dans les boîtes aux lettres. Et aujourd'hui, en une seconde, on fait ça par Internet. Ça a complètement changé. Le coût de l'information a complètement changé, passé pratiquement à zéro. Alors de même, le coût de l'intelligence serait-il en train de passer à zéro? Alors, peut-être si le modèle économique se développe au point que on pourra, on pourra payer le vrai prix de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour 1 euro que vous donnez à OpenAI ou à Anthropic, eh bien, Anthropic, OpenAI dépense 10 euros au moins, sinon plus. Et qui comble le déficit, ce sont les venture capitalistes, les financiers qui donc espèrent devenir immensément plus riches encore le jour où l'intelligence artificielle aura complètement décollé, aura trouvé des moyens meilleurs marchés de se développer, ainsi de suite. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, nous vivons sur des prix de dumping et l'équilibre économique n'est pas là. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelques questions. J'ai, comme prévu, passé trop de temps là-dessus et je veux passer à la suite. Alors, la question de savoir si l'intelligence artificielle est sur une trajectoire nécessairement triomphante. Alors là, il y a 3 erreurs qu'on peut commettre. La première, c'est de surestimer l'état présent et les perspectives à plus ou moins long terme. On oublie certaines déconvenues, on cache soigneusement les résultats négatifs, on sous-estime les difficultés. Je vous donne juste un exemple. Il a été question de fake news, je crois, dans les propos du recteur. Et il faut distinguer les fake news des hallucinations, ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire les moments où les ChatGPT et d'autres commettent des erreurs énormes. Par exemple, ils n'arrivent pas à trouver le nombre de R dans le mot anglais strawberry. Et il a été dit, il y a eu toutes sortes de citations, il y a 2-3 ans, il a été dit que les hallucinations allaient le problème des hallucinations était mineur, il allait être résolu très rapidement. Et même, il y a une belle citation d'un des hauts responsables de l'IA disant qu'il serait résolu dans l'année. Ben, le problème des hallucinations n'est pas réglé du tout, et il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Il y a des améliorations possibles, mais il ne faut pas considérer que tous les problèmes techniques de l'IA sont en voie d'être résolus. Mais il y a aussi l'erreur inverse, c'est-à-dire de sous-estimer l'état présent à plus ou moins long terme. Je croise encore des collègues éminents qui me disent « Oui, moi j'ai demandé à ChatGPT, je ne sais plus quoi, poser une question, il m'a répondu n'importe quoi et je vois que l'intelligence artificielle, c'est rien du tout. » Ou des gens qui disent « Oui, tout ça, c'est des effets, c'est un peu comme la prestidigitation, on est impressionné aux premières vues, la femme est coupée en deux, sauf qu'elle n'est pas coupée en deux. Bon, ben voilà, il n'y a rien de vraiment très intéressant là-dedans. Donc ça, c'est vraiment sous-estimer l'intelligence artificielle. Et puis, on peut se méprendre sur la trajectoire. On peut se dire, mais au fond, l'intelligence artificielle est-elle sur une trajectoire continue depuis ses débuts, donc la date officielle de la naissance de l'intelligence artificielle, c'est 1956, ou certains pensent à 1950, parce que c'est l'année de publication d'un célèbre article de Turing, dont beaucoup d'entre vous avaient entendu parler. De toute façon, c'est les années 50. Et alors on se dit, bon, on est sur une espèce de trajectoire qui a été semée de déconvenues, de haut et de bas, et ça va continuer de la même manière. Et je dirais, avec donc les mêmes idées fondamentales, et pour les gens de mon âge, ou personne ici n'a tout à fait mon âge, mais certains n'en sont pas si loin que ça, eh bien, ils se souviennent des hauts et des bas de l'intelligence artificielle, de l'excitation extraordinaire qu'avaient suscité les systèmes experts, par exemple, et puis les systèmes experts, plus personne n'en parle aujourd'hui, et il va en être de même. Parce que c'est toujours, au fond, les mêmes idées, c'est-à-dire mettre la pensée en équation, pour le dire de manière particulièrement réductrice. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Les idées ont évolué. Il y a de nouvelles idées. C'est incontestablement de nouvelles idées qui ont commencé à partir des années 80 à permettre à l'intelligence artificielle de redémarrer à partir d'un état essentiellement d'échec. Et de la même manière, vers le début des années 2000, vers l'année 2017, très importante, l'année 2022, etc.
Donc il y a bel et bien un progrès, il y a bel et bien de nouvelles idées, et par conséquent, personne ne peut dire oui, ça va continuer toujours de la même manière. Alors, on peut à l'inverse dire, bah oui, mais va-t-il y avoir un bond en avant? Est-ce qu'on va vraiment passer là de ce qui est, disons, des éléments de conscience, quelle était l'expression? J'ai oublié un terme particulier. Oui, des lueurs de conscience ou des lueurs de véritable intelligence. Et s'il y a lueur, ça veut dire que comme les modèles vont être de plus en plus riches, parce qu'ils vont être nourris par des données de plus en plus nombreuses qu'on va accumuler dans ces centres de données data centers de plus en plus gigantesques. Et donc ça va irrésistiblement nous amener à une super intelligence. Une intelligence qu'on appelle parfois générale artificielle, c'est-à-dire quelque chose qui est non seulement comparable à la véritable intelligence humaine sur tous les plans, mais encore bien mieux. Alors, savoir ce qu'est une super intelligence, si vous y réfléchissez, en dehors de scénarios de science-fiction, vous verrez que vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire une super intelligence? Une intelligence artificielle égale à l'intelligence humaine, moi, je n'y crois pas personnellement, mais vous pouvez y croire et vous pouvez l'imaginer. En tout cas, vous avez une espèce de conception à peu près claire et distincte de ce que pourrait être une intelligence artificielle égale à l'intelligence humaine. Mais alors supérieure à l'intelligence humaine, là aussi, vous n'avez que des scénarios tout à fait enfantins, tout à fait puérils de science-fiction. Alors, pour ce qui est de ce qui se passe dans le monde de l'éducation et pour les enseignants, là aussi, il y a une variété d'opinions, une variété de points de vue, et vous êtes évidemment mieux placé que moi pour vous en rendre compte. Alors, il y a évidemment ceux qui pensent que l'IA, c'est un train à ne pas manquer. C'est peut-être le salut de systèmes éducatifs qui, à beaucoup d'égards, sont dans une situation relativement précaire. Ou, à l'inverse, vous avez l'opinion exactement inverse, à savoir que l'intelligence artificielle signifie la fin de l'école et signifie la fin du métier d'enseignant. Peut-être les enseignants, il va leur arriver ce que selon Jeffrey Hinton, il allait arriver aux radiologues, c'est-à-dire disparition complète du métier, en tout cas du métier tel qu'on le connaît. Puis on voit que ce n'est pas le cas dans le cas des radiologues, mais peut-être ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera quand même le cas dans 20 ans. Et il va peut-être en être de même du métier d'enseignant, et donc là aussi, il y a des pessimistes, des gens qui pensent que ce sera la fin du métier d'enseignant. Alors, là aussi, désaccord et capharnaüm sur ce qu'on entend par IA. Est-ce que ce qui rend l'IA éventuellement extraordinairement bénéfique ou au contraire extraordinairement dangereuse et maléfique, est-ce que c'est toute l'IA ou est-ce que c'est seulement, par exemple, l'IA générative? L'IA générative n'est qu'une portion de l'IA. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement de l'IA, historiquement, techniquement, etc., qui ne sont pas de l'IA générative. Et je dirais que si on regarde l'ensemble des activités humaines dans lesquelles l'IA intervient, l'IA générative ne compte que pour 5% ou quelque chose comme ça, peut-être 10% maximum. Donc l'essentiel de l'IA, c'est à l'extérieur de l'IA générative. Donc quand on pense à l'IA dans le contexte de l'éducation, à quelle IA pense-t-on ? Est-ce que l'IA permet alors, le recteur a utilisé un autre terme que personnalisation, individualisation, c'est ça, individualisation. Est-ce que c'est un outil d'individualisation? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que c'est un outil d'atomisation? Et est-ce que c'est une mauvaise chose, au contraire? C'est-à-dire le fait que le système éducatif enseignant plus ces outils d'IA s'adresse à Nora d'une part, Kevin d'autre part, Michael de troisième part, chacun en ce qui le concerne, est-ce que ça ne gomme pas l'aspect essentiellement social de l'éducation? Et puis finalement, il y a des désaccords permanents sur la question de savoir si les technologies numériques font ou non du bien à l'éducation. Alors comme vous le savez, il y a eu des vagues
Il y a eu notamment des études sur la vague précédente, donc pré-IA au sens contemporain du terme, notamment en Grande-Bretagne où ils ont consacré un budget considérable à numériser l'éducation avec un bilan qui semble être plutôt négatif. Et alors, on voit des gens qui nous disent « mais l'IA, c'est la même chose. On en fait un ramdam étonnant, on investit des sommes colossales, on transforme les choses, etc. et peut-être ça va échouer comme avant. » Mais cet argument-là paraît relativement faible, car l'IA, c'est vraiment autre chose, et en général, c'est ce qu'on dit. Donc, l'IA générative est une bombe, et ça, je crois qu'il faut le dire, et là aussi, je partage complètement le point de vue de monsieur le recteur. Automatiser les fonctions cognitives ou mentales, c'est une vieille affaire, CF la calculette, mais ChatGPT, et de manière générale, les LLM, il parle, il écrit sur tout et sur n'importe quoi. Parler et écrire sur tout et n'importe quoi, c'est vraiment la trace de la pensée. C'est la pensée qui nous permet d'embrasser n'importe quel sujet et de parler avec plus ou moins de compétence et de pertinence. Mais quand même, on est dans la course. Le but de l'éducation, c'est apprendre à penser. On nous l'a rappelé plusieurs fois déjà. Comment est-ce que se manifeste la pensée? Par la capacité de parler et d'écrire sur n'importe quoi. Et c'est exactement ce que fait donc ChatGPT et consorts. Et donc, il y a quelque chose d'absolument nouveau. Et là, on tombe dans un piège absolument terrible, qui est le piège du premier jet. Et donc, ça, c'est la première chose que je dis après toutes ces considérations un petit peu floues, simplement pour illustrer l'idée de Capharnaüm. Donc, l'idée du premier jet est la suivante. On dit souvent... On l'a dit. Alors, est-ce qu'on le dit autant qu'on le disait il y a 2-3 ans? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout, à l'affût de toutes les rumeurs et toutes les anecdotes, mais on a beaucoup dit la chose suivante. Bon, tout le monde connaît le blocage de la page blanche, le problème de la page blanche. On vous demande de faire une dissertation ou d'écrire une lettre à votre grand-mère ou de condoléances à votre ami. Et vous êtes bloqué. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à ChatGPT de vous faire un premier jet. Et ensuite, évidemment, une fois le premier jet n'est pas formidable, et ensuite vous imprimez votre marque personnelle, vous exercez votre esprit critique. Et donc, vous avez le meilleur des deux mondes, vous avez surmonté le blocage de la page blanche, et en même temps, vous avez pu finalement produire quelque chose qui vient vraiment de vous, parce que vous avez imprimé votre marque personnelle sur le premier jet. Mais le problème, alors... À partir d'un certain âge, on peut dire que c'est comme, bon, on peut traduire du grec au français, mais on est un peu fatigué ce soir-là, on n'a pas beaucoup le temps, et on regarde l'édition bilingue et on pompe la traduction. Ça ne va pas vraiment affecter nos vertus ou notre formation d'hellénistes, n'est-ce pas ? Donc, une fois que nous sommes formés, nous pouvons peut-être nous laisser aller, effectivement, à cette facilité de demander le premier jet à ChatGPT. Mais imaginez nos élèves. Nos élèves, ils n'ont pas cette formation. Et qu'est-ce qu'on leur demande? Comment vont-ils apprendre à penser, si ce n'est en surmontant difficilement, à surmonter la page blanche, c'est-à-dire à passer d'un ensemble de pensées à moitié formées qui flottent dans leur cerveau à quelque chose, à un premier jet, à une première tentative d'expression écrite ou éventuellement parlée. C'est comme ça qu'on apprend à penser. Et donc, si vous dispensez les élèves de cet effort-là, vous les privez, en quelque sorte, de l'apprentissage essentiel. Donc, comme le dit d'ailleurs Ted Chiang, il dit qu'un premier jet, c'est pas un premier jet humain, ça n'est pas une pensée banale qui est bien exprimée, qui est mal exprimée, c'est une pensée mal exprimée qui n'est pas banale, et elle est accompagnée du sentiment d'insatisfaction qu'on a devant un premier jet qu'on a produit soi-même. On sait qu'on n'y est pas tout à fait arrivé. On fait un effort ensuite, dans un deuxième temps, pour parvenir à une expression adéquate à ce que l'on voulait penser. Mais si toute cette idée de l'essai, de l'effort
pour arriver à une première expression, si cet effort n'est pas fait, il faut craindre que les élèves n'apprendront pas à le faire. Et donc ça, c'est les dangers de cette bombe. Alors, il faut que j'accélère un peu parce que je voudrais qu'il y ait aussi des questions. Donc, oui, on dit souvent que, juste un mot là-dessus, on dit souvent que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Alors, c'est une première approximation, mais ce n'est pas vraiment une bonne approximation. Ce n'est pas un outil comme les autres. Moi, je préfère le comparer à une prothèse. Une prothèse, c'est quelque chose qui s'attache. Il vous manque un demi-bras, il vous manque un pouce, il vous manque quelque chose, et vous lui attachez un petit morceau, ou un grand morceau, un segment, et vous apprenez à utiliser ce corps complété d'une manière efficace. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas vraiment, du côté des systèmes d'information, des systèmes d'intelligence artificielle, nous ne savons pas vraiment comment ils fonctionnent ni pourquoi. Ça, c'est quelque chose d'important. Non seulement nous, qui ne sommes pas des spécialistes, qui n'avons pas fabriqué ces systèmes, mais même ceux qui ont fabriqué les systèmes d'IA génératifs ne comprennent pas pourquoi ils marchent, ni comment ils marchent. Donc il y a une sorte de mystère derrière une énigme derrière ces systèmes. Et puis nous ne savons pas du côté des utilisateurs humains comment nous faisons, comment nous branchons en quelque sorte notre système de cognition naturelle sur ces systèmes de cognition artificielle. Donc, les risques majeurs d'un emploi incontrôlé de l'IA en éducation, c'est une perte de compétences, hein, j'en ai déjà parlé un peu, savoir-faire perdu, mais la norme est préservée, hein, c'est-à-dire que les gens ne savent plus, par exemple, utiliser une carte, mais ils ont encore l'idée qu'une carte, ça peut servir à s'orienter pour arriver jusqu'ici, par exemple, de la gare de Grenoble. Et puis, il y a le moment, qui est celui déjà atteint par la plupart, je crois, de nos jeunes, qui est qu'ils ne savent même pas que la carte peut servir à ça. Donc, non seulement ils ne savent pas se servir d'une carte, mais ils ne savent pas à quoi sert la carte. Ils n'ont pas l'idée de la représentation spatiale du territoire. Dissolution du lien pédagogique, et puis, j'en ai parlé, atomisation et désocialisation. Alors, vite, ma thèse principale. Donc la doxa, c'est la suivante. Selon moi, hein, c'est sûrement une simplification et je m'en excuse. L'enseignant est au centre du dispositif pédagogique, hein, de la même manière que le médecin, que le militaire, que le juge, etc. Il est au poste de commande, c'est lui qui décide si on déploie un système d'intelligence artificielle et c'est lui qui décide comment, quand on le déploie et comment. Il est dans la boucle ou sur la boucle avec une petite distinction. On the loop, ça veut dire qu'il est constamment présent au moment où les élèves utilisent le système, ou bien il est in the loop, dans la boucle, il peut intervenir à tout moment au cours du déploiement pour l'infléchir ou pour le stopper si nécessaire. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Je ne crois pas caricaturer, mais vous allez, j'espère, me contester et me critiquer. Mais je crois qu'en gros, c'est ça un peu l'idée vers laquelle on s'oriente. Et moi, je dis qu'il y a des limites. Il y a des limites à cette doxa. D'abord, des limites pratiques, hein, les réalités du terrain. Le fait est que très souvent, en pratique, on n'a pas vraiment le temps de regarder de près, on ne sait pas très bien, on suit désespérément des instructions, on apprend à utiliser des logiciels et on n'y arrive pas très bien, on n'a pas le temps, il n'y a tout simplement pas le temps de s'organiser et de faire ça de manière tranquille et persuasive. Et puis il y a la plainte du moindre effort, hein, c'était mon exemple de l'helléniste fatigué qui regarde la traduction dans l'édition du Budet, et il y a un effet Amazon, ce que j'appelle l'effet Amazon des systèmes d'intelligence artificielle éducatifs. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait arrivé encore dans notre pays, mais j'ai regardé dans d'autres pays grâce à cet instrument incomparable qu'est Internet, et là vous avez des boîtes à outils prêtes à l'emploi, et vous cochez tout ce que vous voulez.
Et alors là, je ne sais pas, on n'a pas le temps de regarder ça de près, mais vous êtes tenté de dire, bon, bah, la transcription, le calcul des moyennes, préparation d'exercices, de première difficulté, de deuxième difficulté, etc. Peu à peu, vous cochez toutes les cases et finalement, vous commandez sur cette Amazon de l'éducation, vous commandez l'ensemble de votre outillage. Et votre fonction éducative consiste simplement à avoir essentiellement coché les cases. Alors, ça, c'est les limites pratiques, mais il y a des limites théoriques. Hein, l'enseignant n'est pas omniscient, il ne saisit pas nécessairement les mécanismes et les effets du système employé, il ne sait pas forcément quels effets ont ces interventions sur le SIA en cours de déploiement, il n'est pas nécessairement compétent pour établir un protocole d'évaluation et le mener à bien. Et il lui est probablement difficile, sinon impossible, de faire la part du rôle du système en question et du sien. Et puis, il lui est peut-être difficile de résister au mythe de l'IA. Et le mythe de l'IA, c'est quoi? C'est que finalement, l'IA est plus intelligente que nous. Et si elle est plus intelligente que nous, on doit s'incliner. On doit suivre ses conseils, tout simplement. Alors, on sait qu'il y a, disons, une version générale de ça, c'est le préjugé de l'automatisation. On tend à faire confiance à une décision automatique parce qu'on pense qu'elle est libre des défauts et des limitations d'intention, de partialité, etc. de l'agent humain. Et on pense que la machine, elle est plus impartiale, elle ne se fatigue pas, elle n'a pas des pertes de mémoire ou des manques d'attention. Et donc, on a plutôt tendance à lui faire confiance. Et donc, ça limite, en quelque sorte, l'agentivité de l'enseignant. Alors, pour déjouer le mythe, alors j'ai pas le temps là d'en parler, je suis à court de temps, je veux quand même vous parler du bilinguisme, pourquoi j'ai une solution miracle à tous ces problèmes. Je veux vous parler de ma solution miracle. Donc, pour déjouer le mythe, le mythe, c'est ces machines sont intelligentes et même plus intelligentes que nous. Il faut décidément prendre le taureau par les cornes et voir pourquoi l'intelligence humaine ne se place pas sur le même terrain que l'intelligence artificielle. Alors, c'est à ça que j'ai consacré mon livre, et je ne vais pas vous assommer avec ça maintenant. Pour le dire très rapidement, pour le dire très rapidement, l'intelligence humaine est souvent mesurée par notre capacité à résoudre des problèmes, toutes sortes de problèmes, jouer aux échecs de manière correcte, gérer son budget familial, tous les problèmes auxquels vous pouvez imaginer. Un problème étant quelque chose qui est relativement défini. Vous avez les termes du problème, un peu comme au sens scolaire du terme, c'est le bon paradigme, au sens scolaire du terme, vous avez les termes du problème ou l'équation, et vous trouvez la solution à l'équation. Et donc, résoudre des problèmes, c'est une des choses que fait l'intelligence humaine, c'est une des choses où on la mesure, mais ce n'est pas sa fonction essentielle. Alors que la fonction essentielle des systèmes d'intelligence artificielle, c'est de résoudre des problèmes. Et que les systèmes d'intelligence artificielle soient capables de résoudre des problèmes aussi bien que nous, voire mieux que nous, voire beaucoup plus rapidement que nous, c'est incontestable. Ça n'est pas qu'ils résolvent tous les problèmes, pour l'instant on en est loin, mais on peut accorder à l'intelligence artificielle effectivement le bénéfice du doute et dire qu'elle va progresser dans les années et les décennies qui viennent, au point que le répertoire des problèmes qu'elle saura résoudre sera de plus en plus vaste. Mais l'intelligence humaine, en revanche, c'est autre chose. Sa fonction principale, c'est de faire face aux situations concrètes qu'elle rencontre à tout moment de son existence. Et ça, c'est différent. C'est très différent. Je n'ai pas le temps de développer l'argument. C'est le cœur, si vous voulez, de ma théorie de l'intelligence humaine. Mais l'idée essentielle, c'est qu'une situation, c'est quelque chose qu'on rencontre à un moment donné, en un lieu donné, dans des circonstances données. Et que chaque fois, les circonstances, le lieu, etc., sont différents d'une situation à l'autre, et que ces différences comptent de manière absolument essentielle, et que la manière dont on tient compte des circonstances, c'est ça l'exercice, c'est ça essentiellement à ça que sert
l'intelligence humaine. Donc en ce moment, par exemple, je suis dans une situation très précise qui est très délicate. J'ai pris du retard, je n'ai pas été très clair au début, je suis de plus en plus fatigué, j'essaie de ne pas vous perdre. Bon, je fais au mieux. Alors, ce n'est pas la première fois que je me trouve dans cette situation. Mais là, la situation est particulière. C'est la situation qui est là, 11h moins 20, ici à Grenoble, dans cet amphithéâtre, avec ce public, après les discours très intéressants qu'on a entendus avant, etc. Et je fais face donc à cette situation avec plus ou moins d'intelligence, c'est-à-dire, et plus ou moins d'intelligence, ça ne se mesure pas de manière objective comme la température de la pièce, 22 degrés, c'est un peu chaud, ce serait mieux 19,5. C'est pas comme ça. L'intelligence, c'est quelque chose qui s'évalue comme une valeur esthétique ou comme une valeur éthique. Donc on est dans un tout autre univers. Donc l'intelligence humaine est d'une certaine façon hors d'atteinte, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez ne pas adhérer tout de suite à cette théorie, qui est minoritaire déjà, donc vous devriez vous méfier. C'est une théorie minoritaire. Vous pouvez ne pas l'épouser ou pas l'avoir comprise ou la rejeter dès à présent, ou bien lire mon livre et dire finalement c'est pas si bête que ça. Vous pouvez faire ça, mais surtout ça vous aide à vous délivrer de cette question désagréable de savoir si l'intelligence artificielle est sur le point de nous rattraper et de nous dépasser. Et on voit que cette idée a malheureusement contaminé un petit peu monsieur le recteur, vous avez vu. Mais ensuite, il est revenu dessus. Donc, il y a une sorte d'aller-retour, si vous voulez. Et moi, ce que je propose, c'est une espèce d'antipoison, si vous voulez, à cette idée qui me paraît nocive, à savoir que l'intelligence humaine est, en quelque sorte, challengée par l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que l'éducation, justement, se ramène à la situation d'une série de problèmes ? Pas du tout. Je pense que vous pourrez développer ça vous-même, beaucoup mieux que moi. C'est parfaitement clair que votre situation d'enseignant devant une classe, ce n'est pas une résolution de problème du tout, ni à long terme, ni à court terme. Donc, ça, c'est assez clair. Et donc, dans les quelques minutes qui me restent, pour qu'il y ait un tout petit peu de temps de discussion, quelle est ma solution ? Alors, c'est une solution à quoi ? C'est une solution à deux choses. Premièrement, vu l'incertitude et vu les désaccords innombrables, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer sous le label général de Capharnaüm. Toute ma première partie consistait à dire, voyez, on peut penser ceci, on pense cela, et comme il y a des gens raisonnables qui pensent ceci et des gens raisonnables qui pensent cela, on est dans une sorte de désordre. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de consensus. Donc la première chose, c'est quand il n'y a pas de consensus sur les vertus, les vices, les dangers, les risques, l'aspect éthique, etc., eh bien, il faut trouver une sorte de stratégie. Donc, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que cette stratégie va vous permettre, en fait, de satisfaire deux réquisites essentiels. Le premier réquisite, c'est celui de l'utilisation de l'IA. Donc, c'est vrai que l'IA est là, qu'elle va durer, qu'elle est utilisée en dehors de l'école, qu'elle est utilisée par les élèves et par les parents, et que donc, et que les systèmes éducatifs, les INSPE, les programmes, les recteurs, tous ces gens-là, veulent qu'on utilise l'IA. Donc l'IA, elle est là, il faut l'utiliser. Et d'autre part, on ne peut pas non plus se passer de l'humain. Ça, c'est une sorte d'axiome de base dans un milieu tel que celui-ci. Et la résolution standard, c'est ce que j'ai appelé la doxa, c'est de mettre l'humain au centre, dans la boucle, etc. Alors j'ai souligné, trop vite évidemment pour être persuasif, mais j'ai souligné les limites de cette doxa. Et la résolution que je propose, c'est ça le bilinguisme éducatif, c'est de développer parallèlement et à tous les domaines, aussi bien du côté étudiant, élève, que du côté enseignant, une pratique qui mobilise toutes les technologies, y compris l'IA, toutes les technologies numériques, donc appelons ça IA sans faire de nuances. Donc une filière avec IA et une filière sans IA. Et si j'utilise le terme bilinguisme, c'est parce que le modèle, c'est celui des écoles bilingues. Dans les écoles bilingues, on ne fait pas un cours de géographie où un mot sur deux est en français et un mot sur deux est en allemand. On, on fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. Et on fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de géographie en allemand. On fait un cours de géographie en français et on fait un cours de
Et chacun de ces cours a sa logique propre, sa dynamique propre, etc. Et moi, je propose exactement la même chose, une série de cours et de préparation de cours par les professeurs sans IA, et une série de cours et de préparation de cours, de devoirs, de questions, etc., avec IA. Et l'avantage, c'est clair, c'est que ça permet à la fois de former les élèves et de se former en tant qu'enseignants aux meilleures techniques de l'intelligence artificielle, ce qu'on leur doit, parce que s'ils ne sont pas formés, s'ils ne savent pas l'utiliser au mieux, eh ben, ils vont être désavantagés par rapport aux élèves qui, dans d'autres établissements ou d'autres traditions scolaires, etc., eux sauront utiliser l'IA. Donc ça, c'est très bien, il faut le faire. Et en même temps, sans IA, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps de développer, parce que je suis à court de temps, qui sont essentiellement, premièrement, garder le sens de l'effort intellectuel et la capacité de faire cet effort intellectuel. Que là, on n'a pas les outils, on est bien obligé de se débrouiller. Hein. C'était un peu l'argument que j'ai développé à propos de la page blanche. Deuxièmement, parce que en cas de panne technique, quand la technologie fait défaut, eh ben on peut se débrouiller. Et ça, c'est absolument essentiel. Par exemple, mon GPS, mon téléphone a perdu le GPS, là, tout à l'heure, quand je suis venu ici depuis ma résidence hôtelière. Et je me suis débrouillé très bien parce que j'ai un sens de l'orientation, parce que j'avais tous les instruments habituels. Donc, je n'ai pas eu GPS, et ben, je m'en suis sorti. Mais il y a des cas, évidemment, infiniment plus dramatiques que perdre son GPS pendant quelques secondes ou quelques minutes. Et troisièmement, parce que personne ne sait actuellement à quelle échéance, personne ne sait actuellement quel va être l'effet à long terme de l'utilisation des technologies numériques, enfin de l'intelligence artificielle. Personne ne le sait. Personne ne sait où on en sera dans 5 ans et a fortiori dans 10 ans ou dans 20 ans. Supposons que dans 5 ans ou dans 10 ans, on décide qu'à la lumière de toutes les études comparatives, etc., on constate que ce n'est pas bien d'utiliser l'IA dans l'enseignement, ou qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence, ou seulement certains outils de certaines manières. À ce moment-là, si les élèves et si les enseignants ont été aussi formés à se débrouiller sans IA, on pourra revenir. Ils ne seront pas perdus. Hein. Imaginez, prenez l'exemple des immeubles à grande hauteur. Le jour où, pour je ne sais quel mystérieux phénomène climatique, les ascenseurs ne pourront plus fonctionner, eh bien, il faudra détruire les immeubles de grande hauteur. Parce qu'on ne peut pas habiter un immeuble de 30 étages sans ascenseur. Ben, ce serait la même chose si on découvrait que finalement, l'intelligence artificielle n'est pas une bonne chose pour l'éducation. On pourra à ce moment-là très facilement revenir à un système sans intelligence artificielle. Alors, c'est ça mon principe, c'est ça mon idée. Je n'ai pas le temps de le développer davantage. Et faire au mieux, c'est tout simplement être ouvert, adopter l'idée que le pluralisme, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de one size fits all. Bon, c'est assez banal. Et puis, si on veut avoir les pieds sur terre, je recommande notamment, je vous recommande fortement la lecture de ce rapport qui me paraît particulièrement bien équilibré et bien informé. Et je vous remercie de votre attention en m'excusant du temps dont j'ai abusé. Merci beaucoup. Bonjour, Christophe Vidange, directeur de l'INSPE de l'Académie d'Amiens. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais rebondir sur l'idée de bilinguisme que j'ai beaucoup appréciée en vous relançant une question. Et je ne dis pas que je suis pour la question que je vous pose, mais est-ce que le véritable bilinguisme, ce ne serait pas d'un côté une branche sans IA et de l'autre côté une branche sans humain ? Non, redis, pour des raisons d'intention, la toute dernière question. Est-ce que le véritable bilinguisme ne serait pas une branche sans IA et une branche sans humain ? Ah, une branche sans humain, ah oui. C'est une variante intéressante, j'y ai pas vraiment pensé. Enfin, on se dit qu'une branche sans humain, c'est un peu inquiétant. C'est quand même un peu sinistre. Il y a une dimension que j'ai pas du tout eu le temps de... C'était sur une diapo qui a passé trop vite. C'est la question du plaisir.
Alors évidemment, associer plaisir et éducation, c'est un peu une banalité. Enfin, si on oublie complètement le plaisir, on passe à côté de quelque chose d'absolument essentiel. Enseigner, si on a la vocation d'enseignant, c'est un plaisir, ou ça peut être un plaisir, ça devrait être un plaisir. Et participer au processus scolaire en tant qu'élève, c'est un plaisir aussi, y compris envoyer des fléchettes aux voisins, etc. C'est un plaisir, c'est amusant, il y a quelque chose de bien. Alors évidemment, c'est pas toujours réalisé, hein, comme tant de choses en ce bas monde, et c'est vrai qu'on n'est pas à une très bonne phase, probablement, de l'institution scolaire, etc. Mais c'est un plaisir. Donc, enseigner sans... Alors, je crois que c'est possible, dans certaines situations, d'apprendre pratiquement sans maître. Enfin, on peut être à l'isolement dans une prison, on peut être dans des circonstances, dans des pays, et dans des lieux et des moments de guerre, etc. On apprend tout seul. On sait qu'un certain nombre de jeunes génies ont appris tout seuls dans le château lugubre de leurs parents. Et ça a été possible, effectivement. Mais pas avec l'IA, avec des livres. Donc là, la question est de savoir si l'IA peut fournir effectivement les objets numériques. Si vous prenez l'ensemble du numérique, de la numérisphère, elle va vous fournir effectivement des livres, des commentaires, tout ce qu'il vous faut effectivement pour vous former. C'est vrai. C'est vrai. Mais je préfère mon bilinguisme à moi. Je pense que c'est quand même une voie plus... Hein, oui, d'accord. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. Vous avez prononcé une phrase au moment où vous décriviez les effets de l'IA qui m'a marqué. Cette phrase, c'était « Est-ce que ça ne gomme pas l'aspect essentiellement social de l'éducation ?» Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde aurait décrit les choses comme ça sur l'éducation. Moi, ça me parle beaucoup. Je voulais savoir si vous pouviez préciser vos motivations à formuler les choses ainsi. C'est un petit peu ce que je viens à propos de la question précédente, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe à l'école ou à l'université est un processus qui est très largement social. Je veux dire, c'est au moins aussi social que d'assister à une pièce de théâtre ou de participer à une manifestation politique ou participer à une cérémonie. C'est vraiment... Apprendre avec en deux sens. D'abord, avec le professeur. Alors, le rôle du professeur, mais ça, j'ose pas dire des choses pareilles devant un public beaucoup plus informé que moi. Mais enfin, il faut pas oublier que le professeur, c'est l'élève. Je veux dire, l'élève voit dans le professeur, il se dit bien que c'est ce qu'il pourrait être dans 10 ans ou dans 15 ans, dans le cadre d'une institution qui est consacrée par la tradition, qui est acceptée par la société, qui est acceptée par les parents, etc. Donc c'est vraiment la participation à un acte éminemment social. Aller à l'école, c'est une chose sociale. Et enseigner, c'est une chose sociale. Donc c'est ça l'idée fondamentale, très, très simple en quelque sorte. Donc, pour moi, je pense que le paysage éducatif, un paysage de l'enseignement-apprentissage, il est tellement déstabilisé et chamboulé. Et donc, je donne un exemple des postures de l'enseignant et de l'élève qui se manifestent en classe, et je pars du modèle de Bishton. Alors, on remarque clairement que cette posture de lâcher prise de l'enseignant n'est plus souhaitable en classe dans un espace qui est tripolaire, avec cette avenue de l'IA. De même, cette dérive fonctionnelle qui est le surétaillage, elle s'installe d'une manière permanente dans les classes. Et donc, ça crée en fait une zone de non-développement chez les élèves. De même, cette posture dogmatique de l'élève qui commence à s'intensifier et créer une certaine résistance par rapport à savoir qui provient de l'enseignant. Alors, et donc, la question, en fait, comment je vois les choses, c'est qu'en 2022, on a vu ChatGPT qui s'installe. Et on s'est dit que, bon, voilà, c'est un agent conversationnel qui ne fait que, voilà, animer cette conversation et la mettre en œuvre. Mais au fur et à mesure, en 2025-26, on commence à parler de cette agentivité, une IA qui fait des tâches, qui prend de l'autonomie. Et on commence plus tard à dire, voilà, il se peut qu'il y ait des super IA, en fait. Et puis, cette intelligence qui ne sert plus à rien, qui est bon marché, etc. Et donc,
est-ce que les décideurs, les sages de l'éducation, les philosophes, les futuristes, les gens qui sont... Est-ce qu'ils ne sont pas dans une situation où l'IA commence à leur retirer le tapis? D'ailleurs, vous avez dit, dans 5 ans, on peut, si la situation se stabilise, on peut retirer l'IA. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire une réflexion, une projection réflexive d'ici 2 ans sur ce qui va se passer? Sam Altman, OpenAI, il vient nous dire qu'en 2030, l'IA va commencer à faire des inventions. Elon Musk, il le dit carrément, il dit aux étudiants, ne faites plus des études de médecine. Et donc, est-ce que là, vous ne voyez pas que l'IA, elle va avec une vitesse rapide, de façon que les gens, voilà, ces philosophes, ces décideurs n'arrivent pas à faire cette projection réflexive sur voilà, ce qu'il faut faire. D'ailleurs, les modèles didactiques, les pédagogies, les taxonomies, même les théories d'apprentissage sont déstabilisées. Il faut, comme vous l'avez dit, il faut penser à leur faire une revisite. Et donc, qu'est-ce que vous, voilà, quel est le constat? Merci. En fait, je suis un peu gêné de le dire, mais en gros, ce dont vous dites qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse, c'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est exactement ça. Et de ce point de vue-là, je voudrais avoir des capacités de communicant que je n'ai pas. Mon bouquin, par exemple, celui qui est sorti chez Gallimard, qui va ressortir en folio, franchement, achetez-le, mais il est très bien. Non, franchement, il est bien. Je suis en train de corriger les épreuves. Je dis, c'est pas mal du tout quand même, finalement. Moi, je suis très autocritique. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas un bon outil de communication. Il est beaucoup trop long, il est beaucoup trop compliqué. Oh là là, c'est terrible. Il faudrait que j'arrive à condenser en quelque sorte mon message et mes recommandations de manière beaucoup plus compacte, beaucoup plus lisible, beaucoup plus qui permettrait effectivement à d'autres de reprendre, parce que je suis un peu seul dans ma position intermédiaire. Les positions intermédiaires ne sont pas très populaires. Comme vous savez, on veut être soit à l'extrême, donc on a des gens comme Éric Sadin, comme d'autres, qui disent c'est l'horreur absolue, c'est la fin de l'humanité, tout ça. Puis on a à l'autre extrême des gens aussi incompétents comme Laurent Alexandre ou je ne sais pas qui dit que c'est absolument merveilleux, que blablabla. C'est des conneries tout ça, pour le dire poliment, n'est-ce pas? Poliment. Et moi, je crois que je défends une position qui est plus intéressante et plus opératoire. Simplement, elle est moins bien communiquée que celle de messieurs Laurent Alexandre et Éric Sadin, malheureusement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que d'autres que moi, plus communicants, plus jeunes, plus efficaces, le fassent exactement. Tout à fait.